Aujourd'hui, on va faire un classement des narratifs crypto les plus prometteurs pour 2025. Quels secteurs vont capter l'attention du marché, attirer les capitaux et façonner la prochaine vague d'innovation? C'est ce qu'on va voir dans cette tier list. Parce que si vous voulez maximiser vos gains, vous devez comprendre les narratifs avant qu'ils n'explosent. Un bon narratif, ce n'est pas juste une idée tendance. C'est une dynamique qui capte l'attention, attire les flux d'investissement et pousse l'innovation. Regardez ce qui s'est passé avec l'intelligence artificielle. Dès que ChatGPT a explosé, tout ce qui touchait de près ou de loin à l'IA s'est envolé en termes de prix. Et bien en crypto, c'est pareil. L'argent ne va pas forcément vers les meilleures idées, il va là où l'attention est la plus forte. Généralement, tout commence discrètement. Au début, seuls quelques initiés repèrent le potentiel, puis les premiers capitaux arrivent, les projets se développent, et le secteur commence à grimper. Et c'est là que la machine s'emballe. Médias, influenceurs, tout le monde s'en mêle et soudain, la tendance devient évidente. Le problème, c'est que si vous attendez que tout le monde en parle, pour vous y intéresser, il y a de grandes chances que le plus gros du mouvement soit déjà passé. D'où l'importance de détecter les narratifs prometteurs avant que tout le monde en parle. Alors quels secteurs ont le potentiel de créer cette année un véritable effet boule de neige et d'attirer les plus gros flux de capitaux? Quels seront les narratifs dominants? C'est parti pour ma tier list des narratifs crypto 2025. Bon, on commence avec la base, Bitcoin. C'est un narratif à part, un écosystème à lui seul, et ce cycle haussier n'a fait que le confirmer. Depuis le début du bull run, il surperforme nettement le reste du marché, comme le prouve le graphique de la dominance de Bitcoin, et affirme encore une fois son statut, celui de roi de l'industrie. C'est de loin la crypto la plus capitalisée, la plus décentralisée, la plus sécurisée, et surtout la plus adoptée, voire même la plus ancienne. Bref, c'est l'actif le plus solide de l'écosystème. Contrairement aux altcoins qui montent, qui baissent, puis parfois disparaissent au fil des tendances, Bitcoin s'est ancré dans la finance mondiale et continue de gagner du terrain. L'adoption des institutions et des États n'arrête pas d'augmenter. Après le succès des ETF Bitcoin, qui ont été le meilleur lancement d'ETF de tous les temps pour BlackRock, on parle désormais d'une réserve crypto potentielle aux États-Unis qui, si elle se concrétise, intégrera très certainement Bitcoin. Bref, c'est le roi du marché et s'y exposer a, pour l'instant, toujours été une bonne décision sur du long terme. Cependant, avec une capitalisation qui dépasse les 1700 milliards de dollars, son potentiel de croissance reste naturellement plus limité par rapport aux altcoins plus petits et volatiles. C'est pourquoi je place Bitcoin en S tier, parce qu'il reste la valeur, vous avez vu, la plus sûre du marché, c'est l'actif incontournable pour toute stratégie crypto sérieuse. Son potentiel d'appréciation est plus faible, c'est vrai, que certains altcoins, mais il est aussi bien plus prévisible et fiable sur du long terme. Allez, passons désormais au DePIN. Donc c'est ce qu'on appelle aussi les Decentralized Physical Infrastructure Network. Alors ça peut paraître un peu barbare, mais ça désigne tout simplement les réseaux qui utilisent la blockchain pour décentraliser des infrastructures physiques comme le stockage, la puissance de calcul ou la connectivité. L'idée, elle est simple. Au lieu de dépendre de grandes entreprises et de leurs data centers énormes, on exploite les ressources inutilisées de millions d'appareils à travers le monde, PC, smartphones, objets connectés ou serveurs personnels. Je pense pour moi que le potentiel est énorme. À mesure que nos besoins en stockage, calcul et bande passante explosent, les infrastructures classiques deviennent de plus en plus coûteuses et énergivores. En même temps, en parallèle, nos appareils deviennent de plus en plus puissants, mais restent largement sous-exploités. Il y a donc un vrai marché à créer, une offre latente d'un côté et une demande croissante de l'autre. Aujourd'hui, le modèle reste expérimental. Il n'existe pas encore de killer app, mais plusieurs projets tentent de poser les bases. Je pense notamment à Airwave pour le stockage décentralisé et à Render pour la puissance de calcul GPU. Il y a aussi Helium qui veut révolutionner la connectivité en créant des réseaux sans fil décentralisés, ou encore HiveMapper qui ambitionne de créer une carte mondiale décentralisée, un peu comme Google Maps ou Waze, continuellement actualisée grâce aux dashcams déployés par la communauté. Mais au-delà de la technologie, les DePIN pourraient être l'un des premiers vrais ponts entre la blockchain et le grand public. Parce que contrairement à la DeFi ou au NFT, qui demandent à une certaine connaissance de l'écosystème, vous voyez ce que je veux dire, ici le concept est simple, partager ses ressources et être rémunéré. Avec une interface bien pensée, n'importe qui pourrait interagir avec la blockchain sans même s'en rendre compte, accélérant ainsi l'adoption massive. Bon, c'est vrai, l'écosystème reste jeune et doit encore prouver sa fiabilité à long terme. Le défi principal, c'est donc d'attirer des nouveaux utilisateurs qui restent au-delà des simples incitations économiques. Si le modèle fonctionne, les DePIN pourraient redéfinir l'infrastructure numérique de demain. C'est pourquoi je place le narratif DePIN en... Je vais le mettre en A tier, parce que c'est un secteur encore expérimental, mais avec un énorme potentiel.
Parlons maintenant du gaming. Alors, la GameFi. Sur le papier, gaming et blockchain sont faits pour s'entendre. Aujourd'hui, les joueurs passent des centaines d'heures sur un jeu, accumulent des objets rares, puis un jour arrêtent d'y jouer. Et tout ce qu'ils possédaient devient inutile. Avec la GameFi et les NFT intégrés au jeu, ces objets pourraient devenir de véritables actifs numériques, échangeables, revendables et utilisables dans d'autres jeux compatibles. L'industrie pèse plus de 200 milliards de dollars par an et la plupart des joueurs achètent déjà du contenu numérique. Des skins sur Fortnite, des packs sur FIFA. La blockchain alors pourrait rendre ces achats valorisables plutôt que de les enfermer dans des écosystèmes fermés. Mais il y a un gros problème. Les gamers détestent ça. À chaque tentative d'intégrer des NFT, la réaction a été extrêmement négative. Ubisoft en a fait les frais avec ses Quartz NFT, un échec total. Pour beaucoup, c'est vrai, c'est juste une nouvelle façon pour les studios de les ponctionner après des années de lootbox et de microtransactions abusives. L'autre problème, c'est que beaucoup de jeux GameFi sont purement spéculatifs. Plutôt que de proposer de vraies expériences immersives, ils ressemblent plus à des pyramides de Ponzi où les premiers arrivés gagnent tant que de nouveaux joueurs entrent jusqu'à l'effondrement. Sur le papier, le gaming est l'un des cas d'usage les plus évidents de la blockchain. Un jeu bien conçu, avec une intégration fluide des NFT pourrait convaincre des millions de joueurs, mais tant que l'image restera négative et que les modèles économiques seront toxiques, l'adoption de masse semble impossible. J'aurais pu placer ce narratif en B tiers, mais vu la réaction extrêmement négative des joueurs face aux NFT et aux cryptos, je le mets plutôt en C tiers. Pour la tendance inverse, je dirais qu'il faudra qu'un jeu AAA prouve enfin que la blockchain peut apporter une vraie valeur aux joueurs. Ensuite, les meme coins. S'il y a bien un narratif qui semble avoir atteint ses limites dernièrement, c'est celui des meme coins. Après plusieurs mois de spéculation folle, l'intérêt du marché semble enfin s'étouffer. On sent une fatigue générale dans la communauté. Les meme coins ont surtout explosé sur Solana, où la frénésie a atteint des niveaux extrêmes. Mais avec des conséquences lourdes. Des milliards de dollars ont été drainés du marché, non pas pour financer des projets solides, mais au profit de scammers, de traders ultra court terme et des DEX, les échanges décentralisés qui ont engendré des frais monstrueux, plus de 420 millions de dollars rien que pour Pump Fun. En résultat, on a un marché saturé, des investisseurs plus prudents et un net ralentissement de l'activité. Et on voit les effets. L'activité utilisateur sur Solana a chuté de près de 40%, notamment à cause de la vague de rug pull qui a érodé la confiance. Bien sûr, les mastodontes comme Dogecoin, Shiba Inu ou même les leaders apparus en 2004 comme WIF ou Bonk survivront. Et il y aura toujours de nouveaux meme coins. Mais la dynamique du narratif semble différente. La vague récente a déjà extrait une quantité colossale de liquidités du marché. Il sera donc pour moi difficile de recréer un engouement de la même ampleur. C'est pourquoi je vais placer ce narratif en C tiers. C'est vrai, les meme coins, on va dire qu'ils disparaîtront jamais complètement. Et il y aura toujours des opportunités pour ceux qui jouent bien le timing. Mais à moins d'un nouvel élément déclencheur, la grande ère des meme coins pourrait bien être derrière nous. Parlons maintenant du métaverse. Le métaverse, on en a beaucoup parlé, mais qui l'utilise vraiment ? L'idée de créer des mondes virtuels immersifs grâce à la blockchain semblait prometteuse. Mais en réalité, rien de nouveau sous le soleil. Des jeux comme World ou Warcraft ou Second Life proposaient déjà ce type d'univers il y a 20 ans en arrière. Et pourtant, ce modèle s'est essoufflé avec le temps. Le vrai problème ici, c'est que la hype, selon moi, a explosé avant même qu'un usage concret n'existe. Même Facebook, devenu Meta, a dépensé des milliards pour créer Horizon Worlds, un monde virtuel déserté. Aujourd'hui, à part quelques expériences comme l'immobilier numérique ou les événements virtuels, il n'y a rien qui justifie un engouement massif. C'est pourquoi je place le métaverse en D tiers. C'est un narratif surcoté, une adoption quasi inexistante, next. Passons maintenant à la politify. Biden, Trump, Melania, pendant quelques mois, les mêmes coins politiques ont envahi le marché, en surfant sur l'argument autour des élections américaines, mais soyons honnêtes, le lancement du token Trump était sans doute l'apogée de ce narratif et la hype est déjà retombée. Le problème de la politify, selon moi, c'est qu'il ne s'agit que de meme coins sans aucune utilité réelle, aucun projet sérieux n'a émergé de ce narratif, et la plupart des tokens créés autour de figures politiques, pour moi, n'ont eu qu'un pic de spéculation éphémère avant de s'effondrer. Et maintenant que l'effervescence autour des élections américaines s'est calmée, il n'y a plus grand chose à en tirer pour cette année. Bon, encore une fois, on ne va pas y passer 3 heures, c'est un narratif qui part directement en D tiers. On passe maintenant au RWA, ou Real World Asset, qui désigne la tokenisation d'actifs du monde réel, immobilier, obligations, actions, crédits, art. L'idée, c'est de rendre ces actifs plus liquides, plus accessibles et échangeables 24 heures sur 24, sans la lourdeur administrative habituelle. En clair, fractionner un immeuble, une action en bourse ou un bon du trésor
en tokens que l'on peut acheter et vendre en un clic. Et ce n'est pas qu'un concept. Contrairement à d'autres narratifs purement spéculatifs, les RWA intéressent déjà les institutions. Les géants comme BlackRock ou Franklin Templeton testent activement la tokenisation d'actifs et une régulation plus favorable pour accélérer cette tendance. Côté projet, Ondo Finance, Mantra, Maple font partie des leaders du secteur, mais la domination des fonds institutionnels et des VC et la faible quantité de jetons en circulation de certains tokens peuvent limiter leur appréciation à court terme. Quoi qu'il en soit, les RWA, pour moi, ce sont les narratifs les plus crédibles. Le marché potentiel, il est énorme, il faut le dire, et l'adoption par les institutions est déjà en marche. C'est pourquoi je vais placer maintenant les RWA en A tiers. C'est un secteur qui a le vent en poupe, c'est vrai, et qui pourrait profiter d'une adoption institutionnelle croissante et qui est étroitement aussi, il ne faut pas l'oublier, liée à la DeFi, ce qui nous amène justement au prochain narratif. Si les RWA sont une extension de la finance traditionnelle sur la blockchain, ils ne sont en quelque sorte qu'une branche de la DeFi, appliquée aux actifs du monde réel. Car à la base, tout part de là, la finance décentralisée. La DeFi, ou Decentralized Finance, désigne toutes les applications financières construites sur la blockchain, permettant d'accéder à des services comme les prêts, les échanges, le yield farming. C'est un secteur en constante évolution et qui bénéficie de l'adoption institutionnelle croissante. BlackRock, World Liberty, le projet de la famille Trump expérimentent déjà sur ce terrain, preuve que la DeFi n'est plus seulement un jeu de déjeuner. La DeFi, c'est aussi un écosystème foisonnant avec des centaines de projets proposant des solutions innovantes, mais aussi beaucoup de force et de clones. Prenez Aave, par exemple. C'est une référence dans le prêt décentralisé, mais il a été cloné à de multiples reprises. Le problème, beaucoup de ces forks finissent par se faire hacker ou par disparaître, comme Midas, qui s'est fait hacker en 2023, puis s'est renommé Ionic Money, pour se refaire à nouveau hacker 8,6 millions de dollars en février 2025. Et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Aujourd'hui, miser sur des leaders établis est souvent la plus prudente, mais il est aussi intéressant de se positionner sur les nouveaux cas d'usage qui émergent. Les projets DeFi 2.0 comme Pendle, Spectra, Morpho ou encore Ethena attirent également d'importants flux de capitaux sur ces derniers mois. Mais pour moi, un bon projet DeFi, ça ne se résume pas à une idée innovante, c'est la tokenomics qui doit aussi être solide et bien pensée, avec un modèle donc qui capte réellement de la valeur et qui, si possible, projette de la redistribuer à ses utilisateurs et investisseurs. Alors c'est vrai, certains ont enterré la DeFi après l'éclatement de la bulle de 2021, mais honnêtement, je pense que le potentiel est toujours là. Avec l'arrivée des capitaux institutionnels et de nouveaux modèles économiques, la finance centralisée pourrait bien connaître une nouvelle phase de croissance explosive. C'est pourquoi je vais placer la DeFi en, disons, S tiers. C'est pas un narratif ultra sexy ou spécialement à la mode, mais c'est un pilier fondamental, ça il faut le dire, et un des plus gros use cases de la crypto à l'heure actuelle. Parlons maintenant du restacking. Le restacking, c'est une révolution du stacking classique. Normalement, quand vous stackez un actif comme de l'Ether, il reste bloqué pour sécuriser le réseau. Le restacking, lui, permet de réutiliser ces actifs déjà stackés pour sécuriser d'autres protocoles, tout en générant des rendements supplémentaires. L'idée est intéressante, et elle a attiré d'ailleurs des fonds significatifs, plus de 10 milliards de dollars de valeur bloquée sur Agent Layer par exemple. Mais d'un point de vue utilisateur, les rendements ne sont pas incroyables, surtout une fois les risques pris en compte. La proposition de valeur est là, et le narratif pourrait avoir son petit moment, mais son impact à long terme reste incertain pour le moment. C'est pourquoi je vais placer le restacking en B tiers. C'est une innovation à surveiller, je vous l'accorde, surtout avec le développement de restacking avec du Bitcoin, mais qui devra passer de la phase de test à la phase de concrétisation pour que je puisse le changer. Et surtout prouver que c'est plus un simple effet de mode. Et ensuite, il y a les Layer 1, qui sont la base de la crypto, et les blockchains sur lesquelles tout repose. Mais toutes ne se valent pas. Certaines sont devenues incontournables, alors que d'autres peinent à justifier leur existence. Bitcoin est dans une catégorie à part, tandis qu'Ethereum reste le leader des smart contracts avec une adoption institutionnelle qui s'accélère mais dont le prix n'a pas encore vraiment décollé sur ce cycle. Solana, quant à lui, après une remontée spectaculaire, a prouvé qu'il était l'alternative la plus crédible. Mais après une telle explosion, son momentum commence à ralentir. À côté de ses leaders, certains Layer 1 jouent un rôle de niche. Tron, malgré les critiques, s'est imposé comme un hub majeur pour l'USDT, il faut le dire. D'autres comme Cosmos, Cardano ou Polkadot peinent à capter l'attention et à justifier leur valorisation. Quoi qu'il en soit, les Layer 1 restent incontournables et je vais donc les placer en A tiers. Qu'en est-il des Layer 2 souvent abrégés en L2? Ce sont des solutions conçues pour désengorger Ethereum en accélérant les transactions et en réduisant les coûts, tout en bénéficiant aussi de la sécurité du réseau principal. Le besoin de scaling est évident. Plutôt que de modifier Ethereum en profondeur, les Layer 2 servent d'extension, capables d'absorber la charge tout en restant connectés à la chaîne principale. Les Optimistic Rollups,
comme Optimism et Arbitrum fonctionnent sur un principe très simple. Les transactions sont présumées valides et ne sont vérifiées qu'en cas de contestation. C'est un peu comme un contrôle aléatoire aux douanes. Tout passe, sauf si quelqu'un signale une fraude, comme Zk-Sync ou Starknet utilise un système de preuve cryptographique qui garantit instantanément que les transactions sont correctes sans attendre qu'un utilisateur les conteste. C'est plus complexe, mais aussi plus sécurisé et rapide. La concurrence est intense et il est difficile de dire quel modèle s'imposera à long terme, car d'autres projets sont en développement comme Mega-ETH soutenu par Vitalik Buterin et Dragonfly Capital qui promettent des performances inédites, 100 000 transactions par seconde. C'est pourquoi je vais placer ce narratif Layer 2 en, je dirais, bitière, parce qu'ils sont indispensables pour l'avenir d'Ethereum, ils continuent d'innover et joueront selon moi assurément un rôle clé dans l'évolution du réseau pour les années à venir. Mais la concurrence par contre sera rude. Désormais, les agents IA, ce sont des programmes autonomes capables d'exécuter des tâches sans intervention humaine qui ont connu une hype spectaculaire en fin d'année dernière avant de retomber tout aussi vite. Mais tout n'est pas à jeter. Il y a une vraie différence entre des projets solides comme AI Z16 et Virtuals qui développent des infrastructures IA avancées et un simple memecoin attaché à un chatbot Twitter qui répond vaguement à des messages. Le potentiel est là, mais le marché, je dirais, qui doit encore digérer la surspéculation de 2024. Certains tokens aujourd'hui soldés à moins 80 ou moins 90% peuvent offrir de belles opportunités à condition par contre d'être très patient. Mais rien ne garantit qu'ils ne feront pas moins 80% de plus, donc inutile d'y aller en mode all-in. Car même si le secteur semble en pause, l'IA continue pourtant d'évoluer à une vitesse fulgurante et une nouvelle vague d'innovation pourrait relancer l'intérêt du marché. C'est pourquoi je place les agents IA en bitière. Le narratif IA, c'est sûr, il reste puissant, il y aura forcément des opportunités, mais le secteur est encore chaotique et incertain. Donc, on va garder ça sous surveillance. Le secteur des NFT. Ah, les NFT, difficile d'ignorer à quel point ils ont perdu en popularité depuis leur pic de 2021-2022. La hype est retombée depuis longtemps et si certaines collections ont réussi à survivre, la grande majorité est tombée dans l'oubli. Certaines marques fortes comme Pudgy Penguins ou Bake ont survécu et semblent bien partis pour durer. Mais pour d'autres, il n'y aura pas de retour en arrière. Le marché a tranché et nombre de projets ne retrouveront jamais leur valorisation passée. Récemment, OpenSea a lancé sa V2 d'ailleurs, puis avec une tentative de relancer l'intérêt et d'améliorer l'expérience utilisateur avant un airdrop qui ne devrait plus trop tarder. Mais au final, les NFT de type photo de profil restent toujours aussi inutiles et en même temps toujours présents. C'est vrai, le marché s'accroche, vivote depuis quelques années sans véritable catalyseur pour une nouvelle explosion. Est-ce que la hype reviendra un jour ? Probablement d'une manière ou d'une autre, mais difficile d'imaginer un retour comparable à celui du dernier bull run. C'est pourquoi je place les NFT en C tiers, toujours vivant mais sans dynamique forte. La Bitcoin Faille, cela fait plusieurs années que des développeurs tentent de créer un écosystème DeFi autour de Bitcoin, avec des Layer 2, des tokens et d'autres innovations censées étendre ses capacités au-delà du simple rôle de réserve de valeur. On a vu émerger des initiatives comme les Ordinals, les Runes ou encore Torchain, cherchant chacune à apporter plus de fonctionnalités à l'univers Bitcoin. Le potentiel, c'est sûr, il est indéniable. Une finance décentralisée sécurisée par un réseau le plus robuste du marché aurait un impact énorme. Mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Le marché tâtonne, les solutions restent fragmentées et aucun projet n'a réellement réussi à imposer un produit incontournable. C'est pourquoi je place la Bitcoin Faille en bitière. Le potentiel, oui, est réel. Si un projet finit par percer, cela pourrait être un game changer. Mais pour l'instant, on va rester dans l'expérimentation qui reste un bon moment pour tester ces nouvelles solutions et peut se rendre éligible à de futurs airdrops. Les coins made in USA. Dans le même temps, un autre narratif commence à émerger. Avec l'arrivée d'un Trump devenu pro-crypto à la Maison-Blanche et l'idée d'une réserve stratégique crypto pour les États-Unis, le narratif des coins made in USA commence à émerger. Si les institutions et le gouvernement US cherchent à favoriser les actifs nationaux, des projets comme Solana ou XRP pourraient en bénéficier. Capitaux américains, régulation alignée, adoption institutionnelle, le combo parfait pour séduire Wall Street. Je place donc ce narratif des coins made in USA, lui aussi en bitière, parce que le potentiel est là, mais tout dépendra des décisions politiques. Le secteur de la social fi, l'idée de créer des réseaux sociaux décentralisés n'est pas nouvelle. On en a vu émerger plusieurs ces dernières années, Farcaster, Friendtech et bien d'autres avant eux comme Steam, lancé dès 2016, mais aucun n'a encore réussi à s'imposer durablement. Et c'est bien là le problème. Face aux GAFAM, à leur effet de réseau écrasant, il est extrêmement difficile de convaincre une masse critique d'utilisateurs et on sait que sans utilisateurs, un réseau social n'a aucune valeur. Même en dehors de la blockchain, des alternatives comme Blue Sky ou Mastodon peinent à exister face à Twitter. Le défi est donc le même pour la social fi,
attirer, mais surtout retenir du monde. Pourtant, l'idée de redistribuer une partie de la valeur créée par les utilisateurs reste puissante. Si un projet trouve le bon modèle, cela pourrait fonctionner. Mais est-ce que ça sera en 2025? Rien n'est moins sûr. Farcaster est sans doute celui qui a le plus de traction aujourd'hui. Mais son application n'est disponible que sur mobile, ce qui reste une vraie limite. En attendant que la SocialFi perce, vous pourrez toujours vous abonner ici, même si ce n'est pas décentralisé, c'est gratuit. Bref, je place la SocialFi en 7 tiers, un concept prometteur mais qui peine à percer face aux géants du Web 2. Ensuite, il y a les Privacy Coins. Les Privacy Coins, ces cryptos axés sur l'anonymat et la confidentialité, sont de plus en plus sous pression. La régulation devient un frein énorme car ces actifs pourraient permettre des transactions intraçables, ce qui inquiète de nouveaux gouvernements et institutions financières. Conséquences directes, Monero, Zcash et d'autres sont interdits dans plusieurs pays et se font délister des exchanges centralisés. Et sans accès facile à la liquidité, leur adoption et leur prix en souffrent. Pourtant, d'un point de vue fondamental, ces cryptos remplissent un vrai besoin. La protection de la vie privée est l'un des rares cas d'usage légitime et incontournable des cryptos. Mais le problème, c'est que ce narratif est entravé par la réglementation, ce qui limite fortement son potentiel d'appréciation. L'avenir des Privacy Coins ne passera peut-être plus par des L1 spécialisés, mais plutôt par des solutions hybrides comme les technologies ZK, Knowledge, intégrées à Ethereum et d'autres blockchains permettant plus de confidentialité sans tomber non plus sous le coup des interdictions. Bon, malheureusement, à contre-cœur, je place les Privacy Coins au même niveau que la SocialFi en 6 tiers. Le besoin, il est réel, mais le contexte réglementaire plombe un peu leur développement et leur adoption. Et le dernier narratif, la crypto. Le narratif crypto dans son ensemble. Jusqu'ici, c'est vrai, le marché a toujours suivi des cycles de 4 ans, rythmés par les halvings de Bitcoin et les phases de bull run et de bear market. Mais avec l'arrivée massive des institutionnels, est-ce que ce schéma va perdurer? Ou va-t-on plutôt rentrer dans une nouvelle ère avec moins de volatilité et une croissance plus progressive, un peu similaire à la bourse? Ce qui est sûr, c'est que le potentiel reste énorme. La possession réelle de son argent sans intermédiaire bancaire est une révolution en soi. Et au-delà de ça, il reste encore énormément de cas d'usage à développer. Finances centralisées, actifs tokenisés, identité numérique, infrastructure Web3, mais le marché doit aussi évoluer. Aujourd'hui, l'adoption est freinée par une UX, une expérience utilisateur trop compliquée pour que des gens normaux puissent utiliser la technologie. Il faut donc des applications et des technologies de self-custody bien plus intuitives. Si rien ne change, la crypto risque de rester bloquée entre niche pour geeks et spéculation pure, dominé par des meme coins absurdes et un manque de fondamentaux. C'est pourquoi je place la crypto dans son ensemble en A tiers pour 2025. C'est sûr que l'opportunité, elle est gigantesque, et nous sommes théoriquement au bon moment du cycle, mais l'écosystème doit se restructurer selon moi et se recentrer sur ses fondamentaux. Voilà les amis, si vous voulez creuser un peu plus sur les différents narratifs, des sites comme CoinGecko, CoinMarketCap proposent des sections catégories qui listent les différents narratifs et les projets qui les composent. C'est un bon moyen de suivre l'évolution des narratifs et qui sait, peut-être de trouver votre prochaine pépite. En conclusion, les narratifs crypto s'assurent que ça prend une place de plus en plus importante. Si le marché repart en force, on pourra sûrement voir une alt season rotative où les capitaux se déplacent d'un secteur à l'autre plutôt que de tout faire monter en même temps, comme on a pu voir dans les précédents bull run. C'est pourquoi être exposé au bon narratif au bon moment peut faire toute la différence aujourd'hui. Mais attention, le timing est clé. Entrer trop tôt peut être frustrant, entrer trop tard, c'est souvent le pire moment. Il y a deux approches. C'est soit de se diversifier sur plusieurs tendances et laisser le marché faire le tri, ou alors essayer de timer les rotations de capitaux. Soyons honnêtes, cette seconde approche est extrêmement difficile et demande une réactivité extrême. Mais ceux qui y parviennent, qui enchaînent plusieurs rotations au bon moment avec de bonnes entrées et sorties, peuvent voir leur performance exploser. Et c'est là que se joue la différence entre suivre le marché et avoir une longueur d'avance. Bref, vous avez maintenant vu l'ensemble des grands narratifs crypto qui pourraient marquer 2025. Certains exploseront, d'autres non, mais une chose est sûre, ceux qui liront le marché avant tout le monde auront un avantage énorme. Alors selon vous, quels narratifs vont dominer sur cette année? Vous êtes plutôt du genre à miser sur un secteur en particulier, ou plutôt à miser sur tout pour être sûr de ne rien rater, ou à attendre les signaux du marché avant d'agir? Dites-le moi en commentaire, je suis curieux de voir vos avis. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.